Chers camarades, nous avons intitulé notre intervention « Dette fatale » ou le leurre des indépendances africaines. Pour comprendre la problématique de la dette fatale qui assaille l'Afrique, il convient de revenir à ses origines et aux raisons qui ont conduit à son développement. Après avoir démontré que la dette africaine est une reconquête savamment orchestrée du néocolonialisme, il sera aisé à tout un chacun de la caractériser d'odieuse et d'illégitime. Par conséquent, son annulation n'est pas une sollicitation de la générosité des créanciers, mais une réparation et une justice rendue au peuple trahi. En effet, au tournant des indépendances africaines, dans les années 1960, les anciennes puissances coloniales sont confrontées à deux défis. Empêcher par tous les moyens la montée au pouvoir dans les anciennes colonies des régimes nationalistes et panafricanistes, et confrontés à la guerre froide, et aidés en cela par les États-Unis, empêcher l'URSS à avoir des alliés en Afrique, donc d'accéder aux minerais, ce qui était jusque-là l'exclusivité occidentale. Globalement, l'Occident a réussi à écarter les nationalistes par des assassinats. C'est le cas de Patrice Lumumba au Congo en 1961, soit par des massacres à grande échelle, c'est le cas des leaders de l'UPC, Union des populations de Cameroun, soit par divers artifices en jetant les opposants en prison ou en exil, c'est le cas d'Abel Goumba en Centrafrique en 1964, après l'accident mystérieux en mars 1959 de Barthélemy Boganda. Dans les quelques pays où les régimes s'allient à l'URSS, l'Occident garde malgré tout une présence et profite de la moindre occasion pour renverser les pouvoirs afin d'installer les régimes qui lui sont favorables et serviles. Par exemple, le renversement et l'assassinat de Thomas Sankara illustrent parfaitement ce dernier cas. L'Occident mettra tout en œuvre pour garder la main mise sur les anciennes colonies. L'une des armes qu'il va utiliser est la dette. Prétextant dans les discours officiels de reproduire le succès du plan Marshall à l'Afrique, alors qu'en réalité, la raison essentielle est de maintenir une emprise géopolitique stratégique et avoir un accès aux minerais comme à l'époque coloniale. Ainsi, l'adage suivant a été parfaitement appliqué. Celui qui contrôle les finances d'une nation n'a pas besoin du contrôle total sur la gestion politique intérieure pour être le vrai patron, en tirant les ficelles en coulisses. Au moins 3 phénomènes historiques ont permis à l'Occident de disposer des moyens financiers colossaux pour réaliser sa mainmise sur l'Afrique. En premier lieu, au moment des indépendances africaines en 1960, les banques privées occidentales regorgent d'immenses euro-dollars, issus des prêts de dollars faits par les États-Unis aux Européens dans les années 1950, destinés au plan Marshall dans le cadre de la reconstruction d'après-guerre. Pour éviter le retour massif de ces euro-dollars aux États-Unis, à cause non seulement de la forte inflation que cela allait provoquer dans l'économie américaine, mais aussi du risque d'assèchement de l'or dans les coffres forts américains, comme le stipulaient les accords en vigueur, c'est-à-dire d'échanger les remboursements contre de l'or. Les Occidentaux vont inciter leurs banques à prêter massivement à des taux avantageux aux pays africains nouvellement et bien évidemment nominalement indépendants. Naturellement, les régimes africains dont l'Occident a pris soin de s'assurer l'allégeance vont se montrer intéressés et surtout à des fins personnelles par un tel déferlement de capitaux. Le deuxième phénomène historique qui explique l'explosion de la dette africaine est le choc pétrolier de 1973 provoqué par un quadruplement soudain des prix du pétrole. Les émirs des pays du Golfe vont déposer des immenses quantités de dollars résultant des profits réalisés par les ventes de pétrole dans les banques occidentales. C'est le phénomène dit des pétrodollars. Ces pétrodollars s'additionnant aux eurodollars liés au financement de la reconstruction de l'Europe dévastée par la guerre vont à nouveau affluer vers l'Afrique. Ainsi, en 20 ans, de 1960 en 1980, la part privée de la dette du tiers-monde va exploser, quasiment de zéro au début des années 60,
Elle atteint 2,5 milliards de dollars en 1970, puis 38 milliards de dollars en 1980. Rappelons qu'en 1980, la dette africaine est libellée en dollars, en francs français, en Deutschmark, en livres sterling et en yens japonais, ce qui oblige les États africains à se procurer de devises fortes pour rembourser les prêts contractés. Bon an, mal an, l'Afrique règle sa dette jusque-là. Cependant, sous l'effet conjugué de la chute des cours des matières premières et de la hausse brutale des taux d'intérêt du dollar et de la livre sterling, avec l'arrivée de Reagan et Thatcher, dans les années 80, l'Afrique, comme l'ensemble du tiers-monde, endetté, se trouve incapable désormais de rembourser. Ainsi est née la crise de la dette, avec l'entrée en scène des thérapies de choc et de la médecine de cheval, de la paire FMI Banque mondiale, Club de Paris, Club de Londres et consorts. À l'instar du Mexique, qui annonce publiquement en août 82 son impossibilité de rembourser la dette à cause de la baisse du prix des matières premières et de l'explosion des taux d'intérêt, la plupart des pays africains annoncent aussi leur impossibilité de payer. Cette crise débouche sur un étranglement d'autant que les banques occidentales refusent d'accorder des nouveaux prêts tant que les anciens ne sont pas remboursés. Le monde allait droit vers un défaut de paiement massif et historique en cascade, au début des années 80. Afin d'éviter les faillites des banques occidentales successives qui allaient s'en suivre, le FMI, la Banque mondiale et les pays industrialisés accordent de nouveaux prêts pour permettre aux banques privées d'éviter les faillites. C'est l'effet boule de neige qui consiste à contracter des nouveaux prêts pour rembourser les emprunts anciens. Mais les nouveaux prêts sont conditionnés par l'adoption des PAS, plans d'ajustement structurel, allant jusqu'à la perte de la souveraineté économique pour certains pays. Donc, depuis les années 80, y compris après le retour du multipartisme au début des années 1990, les PAS relookés en PPTE, pays pauvres très endettés, aujourd'hui, se traduisent par des baisses massives de salaires, le gel drastique des recrutements dans la fonction publique, l'arrêt des subventions aux services de base, donc santé, électricité, eau courante, éducation, privatisation des sociétés d'État et mise massive au chômage ont été appliquées brutalement contre les populations. En fait, ce que vit la Grèce, l'Afrique le vit depuis les années 80, multiplié par 1 million. Tout se passe comme si les populations africaines devraient subir la double peine. Après avoir subi les affres des régimes dictatoriaux, elles sont sacrifiées régulièrement sur l'autel des remboursements des dettes odieuses et illégitimes, contractées par ces régimes injustes avec la complicité des créanciers véreux. Le cynisme atteint son comble lorsque les populations doivent subir aussi le remboursement des dettes contractées pour les achats d'armes de guerre ayant causé des milliers de morts parmi elles lors des conflits successifs. D'après la CNICED, entre 1970 et 2002, l'Afrique a reçu 540 milliards de dollars de prêts, mais elle a remboursé 550 milliards de dollars et elle doit encore rembourser 295 milliards de dollars. D'après les travaux du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, les flux sortant vers l'étranger, à travers le service de la dette et le rapatriement des bénéfices des transnationales, comme Total, Elf et tout, sont quasiment équivalents aux flux entrant au sein de la région au titre de l'aide publique au développement et de l'envoi des ressources par les migrants, avec même un solde négatif d'1 milliard de dollars. En 2012, le rapatriement des bénéfices de la région la plus appauvrie de la planète a représenté 5% de son PIB, contre 1% pour l'aide publique au développement. Dans ce contexte, il convient de se demander qui aide qui. C'est pourquoi un audit de la dette africaine est une exigence. Instrument de souveraineté, l'audit citoyen consiste à analyser de manière critique la politique d'emprunt suivie par les autorités du pays et à répondre à de nombreuses questions. Par exemple, pourquoi l'État a-t-il été amené à contracter une dette qui ne cesse d'enfler? Au service de quels choix politiques et de quels intérêts sociaux la dette a-t-elle été contractée? Qui en a profité? Est-il possible ou nécessaire de faire d'autres choix? Combien d'intérêts ont été payés? À quel taux? Quelle part du principal a déjà été remboursée?
Comment des dettes privées sont-elles devenues des dettes publiques? Les menaces de la mise au ban de la communauté internationale ne sont qu'une façon de décourager les États à franchir le pas. Car contrairement aux idées reçues, les travaux récents des deux économistes Carmen Renat et Kenneth Rogoff ont dénombré 169 défauts de paiement qui ont duré en moyenne 3 ans entre 1946 et 2008. Aucun pays n'est mort. Mais en tant qu'organisation politique, notre organisation, la Ligue panafricaine Umoja, est consciente que la question de la dette africaine est une question éminemment politique. Il ne suffit pas de vouloir ou de réclamer l'audit de la dette, encore faudrait-il créer le rapport de force favorable pour engager les États africains dans cette voie. C'est pourquoi, face aux créanciers rassemblés sous la bannière du FMI de la Banque mondiale, un front uni contre la dette est aussi un objectif panafricaniste. Je vous remercie.